Tout a commencé lors d'une nuit qui semblait ordinaire. Le seigneur Narahira rentrait chez lui lorsqu'il rencontra soudainement une étrange charrette à bœufs, qui glissait le long de la route principale malgré l'absence de bœufs pour la tirer. Le soldat qui l'accompagnait a averti qu'il pourrait s'agir d'un démon. Et immédiatement après, la charrette de Narahira fut projetée sur le côté, et il tomba au sol. La femme assise dans la charrette fantomatique a dit qu'elle se rendait au palais impérial, en l'espace de 7 jours et exigeait qu'on lui fasse place. Le subordonné à côté du seigneur Narahira, voulant le protéger, a dégainé son épée et a attaqué la femme démon. Mais elle se transforma en démon, les terrifiant. Juste à cause de cette étrange charrette à bœufs. Le lendemain, Lord Narahira était alité. Il demanda à quelqu'un de proche, Hiramasa, d'éliminer le démon sur cette charrette à bœufs pour assurer la paix de la capitale. Hiramasa se rendit au Holonmyoro pour demander de l'aide à un Onmyoji. Cependant, les personnes là-bas avaient principalement des devoirs liés à l'astronomie, à l'observation des calendriers et à la divination. Quant aux démons, il n'était pas sûr de pouvoir les affronter. Mais un Onmyoji là-bas présenta Hiramasa à une personne très spéciale, Eb Seimei. La rumeur disait que cette personne était l'enfant d'un esprit renard. Hiramasa est allé chez Seimei, qui était une maison entourée de fleurs et d'herbes sauvages. Comme si c'était un terrain abandonné. Un homme en blanc est apparu derrière lui et a dit, depuis le moment où il fleurit jusqu'à ce qu'il fane, une fleur est toujours appelée une fleur. N'est-ce pas couper une fleur contre les lois de la nature? Cet homme était Seimei. Hiramasa a rapidement compris que c'était la personne qu'il cherchait et s'est incliné poliment en signe de salutation. Avant qu'il ne puisse finir sa salutation, Seimei a disparu. Et devant Hiramasa se trouvait seulement une grenouille verte. D'une manière ou d'une autre, Lord Seimei se tenait déjà derrière lui. Hiramasa avait l'impression qu'on se jouait de lui. Il se présenta sérieusement et dit qu'il avait une affaire urgente nécessitant l'aide de Seimei. Un serpent blanc l'a surpris et l'a fait tomber dans l'étang. Seimei lui dit de sortir rapidement de l'eau. Puis il appela Matsu et Yoru, 2 petites filles qui apparurent, et apportèrent des vêtements propres pour que Hiramasa puisse se changer. Ensuite, Hiramasa expliqua à Seimei le problème pour lequel il avait besoin d'aide. Il y a 4 jours, Lord Narahira, un militaire, comme lui, a vu une mystérieuse charrette à bœufs. La charrette se déplaçait sans être tirée par des bœufs, est apparue à minuit à l'intersection de l'avenue Suzaku et de la 8e rue, puis a soudainement disparu dans la 7e rue. Lord Narahira était alité depuis sa rencontre avec cette charrette. Si les choses continuaient ainsi, un désastre pourrait également frapper d'autres. Hiramasa espérait que Seimei pourrait s'en occuper le plus rapidement possible. Seimei a dit que ce n'était qu'un trivial problème. Mais Hiramasa n'était pas d'accord, quelqu'un avait déjà subi les conséquences. Seimei a suggéré à Hiramasa d'aller demander de l'aide à l'empereur. Parler avec Seimei a beaucoup frustré Hiramasa. Il s'est levé pour partir, disant que ce n'était qu'une petite démone. Et qu'il s'en occuperait lui-même sans l'aide de personne. En entendant qu'il s'agissait d'une démone, Seimei s'est soudainement intéressé à la tâche. Cette nuit-là, Hiramasa est allé à l'endroit où la démone était apparue et a attendu pour l'éliminer. Inattendu, Seimei est également apparu. Il a dit qu'il avait changé d'avis et qu'il voulait maintenant protéger la capitale, bien qu'en vérité, il voulait juste voir à quoi ressemblait la démone. Hiramasa a dit que la femme démon se déplaçait à l'aide d'une charrette à bœufs, et que lorsqu'on lui demandait où elle allait, elle répondait qu'elle se rendait au palais impérial. Ce voyage durerait 7 jours. Ce serait terrible si quelque chose arrivait à l'empereur à cause de cette femme démon. D'après le récit de Hiramasa, Seimei en a déduit que l'endroit où il se tenait n'était pas sur l'itinéraire que la démon emprunterait. Selon l'itinéraire vers le palais impérial et la vitesse de la charrette à bœufs que la démon utilisait, chaque jour elle passerait par une intersection. Et aujourd'hui, la femme démon apparaîtrait à la 4e rue. À leur arrivée, Hiramasa demanda comment Seimei comptait éliminer la femme démon. Seimei a dit qu'il fallait d'abord purifier l'âme d'un démon avant de pouvoir l'exorciser. Quant à Narahira, il n'avait été exposé qu'à du miasme, et il se remettrait après quelques jours de repos. Comme prévu, la femme démon est arrivée. Il semblait qu'en plus des 2 personnes qui étaient venues l'attendre, il y avait aussi une autre force présente. Une formation magique avait été mise en place à l'avance, et de nombreuses flèches ont été tirées sur la charrette que la femme démon montait. Il s'est donc avéré que c'était Narahira. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'un enfant d'esprit renard, et qu'il allait prendre personnellement sa revanche et éliminer la menace pour la capitale. Une main géante s'est tendue depuis la charrette en feu, a saisi Narahira et l'a brûlé vif. Lorsque ses subordonnés ont essayé de se précipiter pour le sauver, ils ont été attaqués par un chien blanc. Cependant, le chien,
tout comme la femme démon, n'a pas attaqué Hiramasa. En le voyant courir avec une épée, les deux chiens, l'un noir et l'autre blanc. Et la charrette s'est tournée dans la direction opposée et a progressivement disparu. Il était vraiment malheureux que Narahira ait été trop précipité et n'ait donc pas pu préserver sa vie. Le lendemain, l'empereur dit à Hiramasa et Seimei qu'il devait attaquer la charrette à bœufs après s'être regroupée à la porte Suzaku. Hiramasa pensait qu'il était la raison de l'apparition de la femme démon. Quelques jours auparavant, il avait reçu une étrange lettre livrée par un chien. Ce chien ressemblait beaucoup à celui qui accompagnait la femme démon qu'ils avaient rencontrée la nuit précédente. La lettre disait: Seimei pensa que Hiramasa n'était pas la véritable cible de la lettre. Le jour où il a reçu la lettre, Hiramasa servait dans le palais impérial à transcrire un document écrit par l'empereur. Peut-être que le sutra qu'il avait copié avait absorbé l'odeur de l'encens. Ce qui a conduit le chien à l'identifier à tort comme l'empereur. La véritable cible de la femme démon était l'empereur. Hiramasa est allé voir l'empereur et a dit qu'il s'occuperait de l'affaire avec Seimei, et a demandé à l'empereur de donner l'ordre à tout le monde d'évacuer la porte Suzaku cette nuit-là. L'empereur le remercia pour sa prévenance et promit de suivre sa demande. Cette nuit-là, Hiramasa et Seimei arrivèrent au lieu désigné pour exécuter le plan. Hiramasa apporta à Seimei une mèche de cheveux de l'empereur. Seimei dit à Hiramasa que peu importe combien de bonnes actions il faisait pour les autres, il s'impliquait avec Seimei, il y aurait toujours de mauvaises rumeurs dans le palais à leur sujet. Et Jean disait que regarder dans les yeux de Seimei apporterait des malédictions. Être que la femme démon était aussi liée par une malédiction d'amour et s'était ainsi tournée vers la haine. Ce moment-là, la femme démon est apparue. Seimei a dit qu'il ne pouvait pas la laisser auprès de l'empereur. La femme démon a demandé si l'empereur lui avait ordonné de l'exorciser. Lie s'était abaissé juste pour pouvoir voir l'empereur. Son ressentiment l'a fait se transformer en un démon géant et laid. Hiramasa a tenté de l'attaquer, mais a été bloqué par les deux chiens qui l'accompagnaient. Lorsqu'elle semblait perdre toute volonté, l'image de l'empereur est apparue devant elle, la faisant reculer et l'évitant, ne voulant pas qu'il voie sa forme hideuse. L'empereur s'est approché, s'est assis à côté de la femme démon, et s'est excusé de l'avoir fait attendre si longtemps. Dans le passé, ils s'étaient rencontrés par hasard et avaient partagé de nombreux beaux moments. Quand l'empereur est parti, il avait promis de revenir. Il lui a aussi laissé les deux chiens qu'il portait avec lui. Depuis, elle a vécu chaque jour dans l'attente et l'inquiétude. Finalement, l'angoisse l'a transformée en démon. Après avoir entendu les mots d'encouragement et d'excuse de l'illusion créée par Seimei, la femme démon a été exorcisée et s'est transformée en une fleur violette. Bien que la sauver ait été une bonne action, Hiramasa avait toujours l'impression d'avoir trompé la femme démon. Seigneur Kanae était un vieil homme, à la fois gros et lubrique. Peu importe combien de femmes il avait, il ne pouvait jamais satisfaire ses désirs. Alors qu'il était assis à se lamenter sur le fait qu'il n'y avait pas de beauté inégalée qui puisse le satisfaire, une voix s'est élevée. Un rat ailé s'est approché et a dit que quelqu'un pouvait satisfaire ses désirs. Hiramasa est venu retrouver Seimei à nouveau. Bien qu'il ne veuille pas le voir, 3 jours plus tôt, Lord Kanae avait convoqué Seimei à sa résidence. Mais Seimei ne s'est jamais présenté. C'est pourquoi aujourd'hui, Hiramasa a dû amener Lord Kanae à sa rencontre. Il disait que Lord Kanae était l'homme le plus libertin de la capitale. Chaque fois qu'il voyait une femme qui lui plaisait, il se jetait sur elle, peu importe qui elle était. Il essayait probablement juste de faire en sorte que Seimei règle une rancune causée par une femme qu'il avait blessée. Et Hiramasa ne voulait pas se déranger. Pour quelqu'un motivé uniquement par la luxure. Seimei remarqua soudainement la boîte que Hiramasa portait et demanda ce qu'il y avait à l'intérieur. Lorsque la boîte fut ouverte, à la surprise de tous, elle contenait la tête de Lord Kanae. Bien que la tête ait été séparée du corps, elle pouvait encore parler. Entendre ce que Seimei avait dit à son sujet faisait sentir à Lord Kanae qu'il allait devenir fou. Mais maintenant, il ne pouvait rien faire, même pas boire de l'eau tout seul. Kanae raconta qu'il avait entendu une légende sur un homme qui avait vaincu le démon oiseau vermillon dans une partie de Sugoroku. Grâce à cela, l'homme avait obtenu une beauté sans pareille pour lui-même. Kanae voulait aussi vivre, juste une fois dans sa vie, le sentiment de dormir avec une beauté aussi extraordinaire. À cause de cela, il était allé trouver le démon de l'oiseau vermillon lui-même pour le défier. Kanae avait dit au démon qu'il avait un grand désir pour les femmes. Mais pas des femmes ordinaires, il voulait le corps d'une femme irréelle, une beauté au-delà de ce monde.
S'il gagnait contre le démon, il obtiendrait le corps féminin le plus séduisant du monde. Mais le démon de l'oiseau vermillon voulait aussi savoir ce que Kanae offrirait en retour. S'il perdait, quel genre de talent il mettrait en jeu. Dans le passé, un noble nommé Azeo avait également défié le démon, pariant un talent littéraire pour conquérir cette femme extraordinaire. Kanae, cependant, n'avait pas ce talent. Tout ce qu'il pouvait offrir, c'était son propre corps rempli de désir et de passion, comme enjeu dans ce pari. Le démon trouva cette offre très amusante et accepta le défi de Kanae. Cependant, la nuit du duel, Kanae sentit qu'il allait perdre et s'enfuit avant la fin du jeu. Il ne gagna ni ne perdit, mais le démon prit quand même son corps. Seimei pensa qu'en cette situation, le démon avait déjà été clément en ne prenant que le corps de Kanae. Kanae ne pouvait plus supporter la situation. Il avait entendu dire qu'il y a quelques jours, Seimei avait exorcisé une femme démon. Cette fois, il voulait que Seimei l'aide à éliminer le démon de l'oiseau vermillon pour récupérer son corps. Mais Seimei a dit que le démon ne menaçait ni ne mangeait les humains, donc il n'avait aucun désir d'exorciser une créature inoffensive. Lord Kanae a alors eu une autre idée. Laisser Hiramasa jouer au Sugoroku avec un démon s'il gagnait. Il pourrait récupérer le corps de Kanae. Seimei lui a dit que le jeu n'était pas le travail d'un onmyoji. Leur devoir était d'étudier les étoiles et la physiognomonie humaine afin de lancer des sorts et d'éliminer les démons nuisibles aux humains. Voyant que Seimei n'avait toujours pas l'intention d'aider le seigneur Lubric, Hiramasa prit la parole et demanda de l'aide en son nom. Il dit qu'il ferait n'importe quoi pour aider Seimei à vaincre le démon. En entendant cela, Seimei n'eut d'autre choix que d'accepter d'aider le seigneur. Ils décidèrent que cette nuit-là, ils iraient à la porte Vermillon pour rencontrer le démon. Ce soir-là, le seigneur Kanae n'eut d'autre choix que de rester chez Seimei, car si son entourage découvrait qu'il avait perdu son corps à cause de ça. Lubie pour les femmes, il ne saurait où cacher son visage. Hiramasa demanda à Seimei quel type de négociation il prévu de faire avec le démon pour récupérer le corps de Kanae. Le Sugoroku était un jeu de grande chance, et comme il jouait contre un démon, les chances de gagner étaient encore plus faibles. Le seul moyen de gagner était de tricher, mais cela serait extrêmement dangereux si le démon le découvrait. Pour cette raison, Seimei voulait changer un peu la nature du pari. Hiramasa a dit qu'une nuit, il avait traversé la porte Vermillon et entendu le son d'une belle flûte, bien qu'il n'ait pas pu voir qui la jouait. Seimei a dit au démon de l'oiseau vermillon qu'il voulait jouer à un jeu différent au lieu de Sugoroku pour récupérer le corps de Kanae. Au début, le démon n'était pas d'accord avec l'idée. Il voulait être témoin des réactions des humains quand ils étaient sur le point de perdre à un jeu de hasard. C'était à ce moment-là que leur vraie nature serait révélée, et comment ils luttaient à cause de leur propre cupidité. Seimei provoqua le démon, disant qu'il avait volé les talents de nombreuses personnes, mais qu'il ne les utilisait pas, ce qui était du gâchis. Seimei a également dit qu'il parierait ses propres capacités d'onmyoji si le démon lui permettait de décider du format du défi. L'offre semblait assez séduisante. Le démon a accepté les termes de Seimei. Ils ont convenu de se retrouver au même endroit la nuit suivante. Le démon du phénix vermillon voulait vaincre Seimei puis utiliser ses pouvoirs d'onmyoji pour le transformer en insecte ou en ce qu'il désirait. Mais Seimei a fait avancer Hiramasa pour affronter le démon, ce qui a forcé Hiramasa à s'entraîner toute la journée pour se préparer au défi. Il a essayé de nombreux jeux, du retournement de coquilles aux jeux de société. Mais aucun n'a réussi. Malgré ses efforts toute la journée, il n'a pas pu faire de progrès. Seimei a dit que si ça continuait ainsi, le seigneur Kanae ne serait pas sauvé. Il a conseillé à Hiramasa de se rappeler sans cesse qu'il allait gagner. C'était comme lui lancer un sort, ce qui l'aiderait à lui donner la force d'affronter le démon du phénix vermillon. Le fils de Lord Kanae, Michinaga, est venu tout jusqu'à la maison de Seimei pour chercher son père. En voyant l'absence étrange de son père, il avait demandé à l'entourage proche de Lord Kanae et on l'avait dirigé ici. Kanae a dit à son fils de ne dire à personne ce qui se passe, car si sa femme ou l'empereur l'apprenait, il serait en grave danger. Michinaga a dit à Hiramasa et Seimei que même si son père il avait été aveuglé par la luxure, mais il les suppliait encore de le sauver. Entendre une telle supplication sincère donna à Hiramasa une nouvelle poussée de force. Il continua à s'entraîner avec Matsuchu et Matsuya pour se préparer au défi à venir. Ce soir-là, ils partirent affronter le démon du phénix vermillon. Ils se tenaient sur le toit et participèrent à un match de lutte pour déterminer le vainqueur. Lorsqu'il entendit parler du jeu, Hiramasa fut très mécontent. Comment pouvait-il lutter contre un démon aussi fort et musclé? Mais après que Seimei lui eut murmuré un plan à l'oreille, il accepta, comme Hiramasa l'avait craint.
Un simple tir de lumière du démon l'a fait glisser sur le toit. On aurait dit que le démon avait déjà gagné le match. Mais soudain, Hiramasa trouva la flûte du démon sous les avant-toits. C'était ce que Seimei visait depuis le début. En recherchant le démon de l'oiseau vermillon, tous les matériaux mentionnaient que quiconque l'avait rencontré avait toujours entendu une flûte jouer en premier. Le beau son qui avait attiré Hiramasa ce soir-là avait également été créé par le démon. Hiramasa fut surpris d'apprendre qu'un son si beau venait d'un démon. Seimei devina que le talent de jouer de la flûte avait probablement été volé à quelqu'un d'autre comme beaucoup des autres compétences du démon. Mais le démon de l'oiseau vermillon a dit que bien qu'il ait volé de nombreux autres talents, la capacité de jouer de la flûte était la sienne dans le passé. Il avait joué de la flûte de nombreuses fois à la porte vermillon. Il avait échoué aux examens impériaux avec seulement ce talent et peu importe à quel point il jouait, il ne pouvait pas plaire aux gens, personne ne reconnaissait son habileté. Pour réussir dans la vie, jouer de la flûte ne suffisait pas, il avait besoin de nombreux autres talents. Cette obsession l'avait transformé d'un jeune érudit en un hideux démon qui errait dans cette terre. La nuit où Hiramasa l'a rencontré, il s'était arrêté et avait harmonisé avec la flûte du démon. Le démon de l'oiseau vermillon ne croyait pas cela et voulait entendre Hiramasa jouer de la flûte pour le confirmer. De plus, il voulait qu'Hiramasa utilise sa propre flûte quand Hiramasa commencerait à jouer. Le son a complètement surpris le démon. Seimei a alors donné la flûte au démon et l'a fait jouer avec Hiramasa. Pouvoir montrer son talent et être reconnu par les autres a enfin réalisé le souhait qu'il avait longtemps désiré. Et même s'il n'a pas perdu face à Hiramasa dans le pari, il a tout de même rendu le corps de Lord Kanae. Le lendemain matin, alors que Seimei faisait ses adieux à Kanae, il lui conseilla de se contenir, désirant de ne pas retomber dans un piège comme celui-là. Hiramasa est venu chercher Seimei à nouveau, clairement avec une autre affaire pour laquelle il voulait de l'aide. Hiramasa a dit qu'il n'avait en réalité pas l'intention de venir. Seimei ne voulait pas non plus s'occuper de la problème que Hiramasa avait apporté. Mais Hiramasa a demandé à Seimei de l'écouter au moins avant de décider s'il allait aider ou non. Soudain, une femme d'âge moyenne est arrivée. Cette femme était Koum, une servante qui travaillait pour des familles riches. Elle s'est agenouillée devant Seimei et l'a supplié de sauver sa maîtresse. La maîtresse à laquelle elle faisait référence était Lady Fujio. Koum était venue demander à Seimei à propos d'une jeune fille qui jouait du biwa, une fille dont Lady Fujio était très friande. Selon Koum, il y a 3 ans, lorsque le mari de Lady Fujio est décédé, elle avait été dévastée, espérant la réconforter. Ses amis lui avaient présenté la jeune Lady Kuju. La merveilleuse performance solo de biwa de la fille a aidé à apaiser une partie de la tristesse dans le cœur de Lady Fujio. Non seulement la fille était incroyablement douée pour jouer de l'instrument, mais elle avait aussi une énergie charmante qui faisait que tous ceux qui la rencontraient l'adoraient. Cependant, il y a environ 1 mois, Lady Kuju a soudainement cessé de venir jouer de la musique avec Lady Fujio. Une onmyoji féminine était venue rendre visite à Lady Fujio, et immédiatement après, Lady Kuju réapparut. Mais maintenant, elle ne venait qu'à minuit, et son teint était extrêmement pâle. Depuis lors, Lady Fujio avait commencé à montrer des signes de malaise. Une souris ailée était venue voir Koum et lui avait dit que si elle s'inquiétait, elle devrait aller consulter Seimei. Il semblait que Seimei avait déjà compris quel était le problème dans ce cas. Et il avait immédiatement accepté d'aider Koum. Il croyait que celui qui était derrière cet incident le visait, et il était probable que quelque chose de mauvais soit déjà arrivé à Lady Kuju. Il a dit qu'il irait chez Lady Fujio ce soir-là pour observer la situation. Koum lui a averti que Lady Fujio ne voulait voir personne. Il devait donc être très prudent pour ne pas être découvert. Ce soir-là, Seimei et Hiramasa sont allés observer le manoir de Lady Fujio. Hiramasa n'a rien remarqué d'étrange. Lady Kuju et Lady Fujio parlaient très intimement. Et la musique de la jeune dame était merveilleuse. Seimei a dit de ne pas se laisser distraire par ces choses, peu importe à quel point la musique était belle. C'était toujours juste un sort. Plus le son était pur, plus le sort pouvait facilement s'enraciner dans le cœur des gens. Bien que les deux semblaient apprécier leur conversation. Lorsque Lady Fujio partit, Kuju commença à montrer des signes de faiblesse, comme si elle avait à peine la force de rester droite. Quand elle s'en alla, Seimei s'approcha pour examiner la situation. Il remarqua une forte odeur d'encens émanant de la fille. Le chemin qu'elle avait emprunté était également couvert d'un sol étrange, qui portait aussi cette même forte odeur d'encens. Après l'avoir inspecté pendant un moment, Seimei conclut qu'il reviendrait à cet endroit demain. Le lendemain, Hiramasa apporta de la nourriture pour Seimei, Matsuchu et Matsuya. Mais il finit par l'ouvrir et la manger seul, ce qui déçut un peu Hiramasa.
Seimei expliqua que Matsuchu et Matsuya étaient des familiers nés de fleurs de glycine. Pas des êtres humains. Ils venaient simplement aider Seimei pour quelques tâches. Hiramasa demanda si Seimei ne se sentait pas seul à vivre seul dans un si grand manoir. Seimei répondit qu'il se sentait parfois seul, mais que l'essence même d'être humain était de toujours être seul. Il se moquait peu que quelqu'un vive avec lui ou non. Pendant qu'il parlait, la souris ailée réapparut. Cela les a conduits tous les deux à une maison au sommet d'une montagne rocheuse. C'était la maison de la femme Onmyoji que Kun avait mentionnée. Hiramasa fut surpris de voir que l'Onmyoji était une jeune femme, beaucoup plus jeune que ce qu'on lui avait dit. Seimei lui avait conseillé de ne pas se laisser tromper par les apparences lorsqu'il l'avait rencontrée auparavant. Elle avait pris la forme d'un homme de 80 ans. La femme les invita à boire du saké, mais tous deux refusèrent. Puis elle suggéra de jouer au jeu de Songroku comme Lord Kene l'avait fait pour conquérir la fille qu'il aimait. Sur son toit pendaient d'innombrables cadavres de rats. Ces rats ont été utilisés pour créer les familiers souris ailés. Tout comme celui qui avait guidé Seimei et Hiramasa ici, Seimei a dit que cette femme était une Onmyoji qui trompait les gens et dévorait leurs âmes simplement parce qu'elle s'ennuyait. Elle s'appelait Ashidaman. Elle semblait déjà connaître la raison pour laquelle Seimei était venu, et a immédiatement demandé des nouvelles de la fille qui jouait du biwa. Seimei soupçonnait que Daman avait utilisé un sort de renversement d'âme sur la fille. Ce sort est utilisé pour ramener l'âme des morts dans leur corps. En d'autres termes, Lady Kujo était déjà morte. Le seul étrange que Seimei avait trouvé précédemment était la terre de l'endroit où son corps avait été enterré. L'odeur d'encens écrasante était utilisée pour masquer l'odeur du corps en décomposition. Pourquoi Daman ferait-elle une telle chose à une jeune fille? Elle a dit que c'était parce que Lady Fujio était venue la voir, disant qu'elle voulait revoir la fille, même si elle était déjà morte. C'est pourquoi Daman a invoqué l'âme de la fille et l'a manipulée pour que son corps puisse bouger à nouveau. Mais si les choses continuaient ainsi, Lady Fujio verrait sa force vitale complètement drainée en raison d'un contact prolongé avec un cadavre. Daman s'en fichait. Elle pensait simplement que ce serait intéressant si la femme mourrait à cause d'une fille déjà morte. Pour elle, ce n'était qu'un jeu. C'est elle qui lançait la malédiction, et Seimei serait celui qui allait dissiper les sorts qu'elle créait. De cette façon, elle aurait quelque chose pour s'amuser. Alors que Seimei serait appréciée par les autres, le fait qu'elle ait pris des vies humaines simplement pour s'amuser rendait Hiramasa extrêmement furieux. Seimei voulait qu'elle reste en dehors de cette affaire pour qu'il puisse briser le sort de réversibilité de l'âme et sauver la vie de Lady Fujio. Sur le chemin du retour, Seimei expliqua à Hiramasa qu'une malédiction était différente d'un sort. Une malédiction naît de quelqu'un qui désire désespérément quelque chose. Tandis qu'un sort est ce qui contrôle cette malédiction, Seimei devait faire comprendre à Lady Fujio que la fille Kujo était déjà morte. Et ce n'est qu'alors qu'elle comprendrait que son vœu était mal orienté. Ce n'est qu'en agissant ainsi que le sort de réversibilité de l'âme pourrait être brisé. Tous les deux arrivèrent au manoir et racontèrent toute la vérité à Lady Fujio. Mais elle refusa de croire ce que Seimei avait dit. Cependant, elle accepta de les laisser rencontrer la fille Kujo cette nuit-là. Comme toujours, la fille vint au domicile pour jouer du biwa. Sa façon vive de parler ne ressemblait pas du tout à celle de quelqu'un qui était déjà morte. Seimei voulait effectuer un sort d'exorcisme pour confirmer si la fille était vraiment morte. Lorsque le sort résonna, Kujo était dans une douleur immense. Comme si elle était brûlée par une flamme bleue. Hiramasa arrêta immédiatement Seimei car il ne pouvait pas supporter de regarder une scène aussi horrible. Normalement, un exorcisme ne provoquerait pas une telle douleur. Mais parce que la malédiction de l'homme n'avait pas été levée, la fille réagit si violemment. Lady Fujio savait que la fille était morte, mais voulait quand même être avec elle. Et la fille aussi souhaitait rester aux côtés de Lady Fujio. Seimei a dit à la fille de ne plus faire semblant d'être forte car il avait vu sa douleur et ses difficultés à se déplacer dans ce corps. De plus, si elle continuait ainsi, Lady Fujio finirait par mourir. La malédiction que l'homme avait utilisée sur elles était jumelée, et elle ne serait pas levée à moins qu'elles ne renoncent toutes les deux à leurs souhaits. Kujo et Lady Fujio étaient vraiment de proches amies. Grâce à l'une et à l'autre, elles avaient trouvé plus de joie et de positivité dans la vie. C'est pourquoi elles étaient si réticentes à se séparer. Mais en apprenant que Lady Fujio pourrait mourir à cause d'elle, la fille prit la décision de partir pour que la dame puisse vivre une vie saine. À ce moment-là, le sort d'exorcisme de Seimei finit enfin par prendre effet et ramena la fille à sa place. Espérons qu'elle pourra vivre une vie meilleure la prochaine fois. Hiramasa dit que bien que Seimei soit aussi un Onmyoji, il était beaucoup plus gentil comparé à l'homme. Mibu Tadami était un fantôme pitoyable, émacié, qui errait autour du palais impérial.
ayant l'air usé, désespéré, et rempli de ressentiment. Ce visage creusé et émacié portait toujours une trace d'amour. Les lèvres de Tadami murmuraient constamment un poème. Cette nuit-là, Tadami a attaqué quelqu'un. Alors, les responsables du tribunal ont dû organiser une réunion pour discuter de comment l'enfermer. Tadami était autrefois un poète bien connu. Lors du rassemblement poétique du printemps de l'année dernière à la cour, il a perdu face à Lord Kinmori, et est ensuite mort de frustration accablante. Devenu un esprit vengeur qui errait maintenant dans le palais, bien que Hiramasa soit resté loin. Pour éviter d'être impliqué, les autres responsables sont quand même venus lui demander de l'aide. Hiramasa a refusé de participer avec eux parce qu'il savait qu'il finirait par lui demander d'aller chercher Seimei pour de l'aide. Alors qu'il sortait, il tomba par hasard sur quelqu'un qui jouait de la flûte. La mélodie était si belle qu'il s'arrêta pour écouter. Le flûtiste n'était autre que Lord Atsumi. Hiramasa avait entendu dire qu'Atsumi avait quitté la capitale pour apprendre une mélodie secrète. Et il loua la pièce, disant qu'elle était vraiment captivante, si possible. Il souhaitait pouvoir l'écouter pour toujours. Ensemble, ils entrèrent pour rencontrer les autres fonctionnaires de la cour. Atsumi fut surpris de voir à quel point Hiramasa semblait proche de Seimei. Hiramasa dit qu'il n'était en réalité pas si proche de Seimei. Tout le monde avait simplement mal compris et pensait qu'il demanderait, Seimei accepterait d'aider. De l'autre côté, les fonctionnaires du tribunal pensaient que Tadami, mourant par rancune, était un signe de faiblesse chez un homme. Mais Atsumi pensait que pour quelqu'un qui avait consacré tous ses efforts à poursuivre et à maîtriser quelque chose, il était possible qu'il puisse mourir de frustration s'il échouait. Même lorsqu'il n'était qu'à un petit pas du succès. Lorsqu'Hiramasa est revenu, les autres fonctionnaires du tribunal ont immédiatement dit que les affaires concernant les esprits et les démons comme cela n'étaient pas leur affaire, c'était le devoir d'un onmyoji de gérer de telles choses. Il voulait que Hiramasa aille demander à Seimei de s'occuper correctement de la situation. Ou qu'il aille enquêter lui-même sur la situation, observer si Tadami causait du tort aux gens ou au palais, puis décider s'il devait demander de l'aide à Seimei. Cette fois, Seimei est venu aider Hiramasa de son propre chef sans qu'on lui demande. Seimei a dit que quelqu'un lui avait demandé de venir et de sceller l'esprit vengeur dans le palais. Il a demandé à Hiramasa s'il avait déjà rencontré l'esprit auparavant. Hiramasa a dit qu'il avait non seulement vu l'esprit, mais avait également rencontré Lord Tadami quand il était encore en vie. Lors de la réunion de critique poétique, à cet événement, la cour, les dames et les nobles étaient divisés en factions de gauche et de droite, compétitionnant pour voir qui pouvait composer les meilleurs poèmes. Ils s'attribuaient des sujets pour écrire des poèmes. Lord Tadami était un poète de la faction de gauche, tandis que Hiramasa assurait l'accompagnement musical pour la faction de droite. Lors du concours, Lord Tadami a perdu face à Lord Kannemori. Aux yeux d'Hiramasa, Tadami était une très bonne personne. Bien qu'Hiramasa soit du côté opposé. Chaque fois qu'il le voyait en difficulté avec la performance, Tadami offrait toujours une aide enthousiaste. Qui aurait pensé qu'une personne si gentille pouvait se transformer en esprit vengeur? Hiramasa a vu que Tadami aimait vraiment la poésie, il récitait encore des vers même après la mort, donc il ne pouvait pas croire que Tadami était une personne malveillante. Il a demandé à Seimei s'il devait vraiment le sceller, ou s'il ne pouvait pas simplement le laisser tranquille. Seimei a dit que l'esprit de Tadami apparaissait dans le palais depuis 1 an. Déjà, ce qui rendrait son scellement très difficile. Juste à ce moment-là, l'esprit vengeur Tadami est également arrivé. Seimei a essayé d'utiliser un sort, et un énorme tourbillon de nuages sombres s'est formé dans le ciel, couvrant tout le palais. Tout comme Seimei l'avait soupçonné, Tadami avait établi un lien avec les lignes spirituelles du palais. S'il essayait de le sceller de force, il pourrait finir par invoquer un esprit encore plus malveillant. Il devait découvrir quels regrets Tadami avait encore et les résoudre lentement. Le lendemain matin, ils décidèrent d'aller à la résidence de Tadami avant sa mort pour enquêter sur la cause. Le gardien leur a dit qu'après la réunion de poésie, le seigneur Tadami avait souffert d'une perte d'appétit. Peu importe combien ils l'ont persuadé, il refusait de manger et restait là, récitant le poème qui avait causé sa défaite. Les jours passaient ainsi, et il s'étiolait progressivement, perdant toute vitalité et finissant par mourir de faim. Bien qu'il ait perdu de nombreuses fois auparavant, il n'avait jamais sombré dans la dépression à ce point. En d'autres termes, ce concours de poésie avait vraiment compté pour Tadami. Seimei a demandé à prendre les affaires que Tadami avait laissées pour recherche, mais a laissé à Hiramasa le soin de tout porter lui-même. Le seigneur Tadami avait été un homme très studieux, ses biens n'étaient rien d'autre que des livres de poésie. Son rang au tribunal n'était pas élevé, et il vivait probablement une vie assez modeste.
Pour des gens comme lui, les rassemblements poétiques de la cour étaient rares. Des occasions de montrer leur talent et d'attirer l'attention de l'empereur. Il avait dépensé tout son maigre salaire pour acheter du matériel et des livres pour étudier la poésie. On pourrait dire qu'il avait tout misé sur ce rassemblement poétique. Perdre et rater l'opportunité de promotion rendait sa frustration compréhensible. Seimei dit qu'il avait peut-être compris pourquoi Lord Tadami était devenu si amer. Ensemble, ils sont allés voir Kanamori. Seimei a récité le poème que Kanamori avait utilisé pour vaincre Tadami et a dit que ce poème n'était pas de lui. Seimei avait trouvé ce poème dans une anthologie de poésie ancienne, qui avait été transmise de génération en génération. À ce moment-là, Kanamori admit qu'il avait entendu le poème d'un vagabond sur la route. Il pensait qu'il correspondait très bien au thème de l'amour. Alors il l'a utilisé lors du concours contre Tadami. Il n'avait pas réalisé qu'il était écrit dans un vieux livre. Peut-être que Tadami savait que Kanamori l'avait plagié. Mais il n'a pas pu parler lors du rassemblement de poésie. Pour souligner devant des officiels de rang supérieur que ce poème venait d'un vieux. Ce texte aurait été équivalent à remettre en question leurs connaissances littéraires. Précisément pour cette raison, même s'il connaissait la vérité, Tadami ne pouvait toujours pas s'exprimer. Au retour, Seimei voulait organiser une autre réunion de critiques poétiques pour rendre justice à Tadami, espérant qu'il pourrait trouver la paix et avancer. Il demanda à Hiramasa de trouver quelqu'un qui pourrait réciter le poème de Tadami sans craindre les esprits. Hiramasa chercha immédiatement Atsumi. Alors qu'il parlait dans le palais impérial, Tadami passa à côté. Kanamori courut courageusement et confessa tout à Tadami, il voulait participer. Encore une fois, il a promis de dire à l'empereur à propos de sa tricherie ce jour-là et de rendre la victoire à Tadami. Mais au lieu de se calmer, l'esprit vengeur s'est transformé en démon. Peut-être était-ce pour une autre raison. Kanamori se rappela alors que, le jour du rassemblement de poésie, Tadami avait rencontré un homme portant un chapeau blanc. Peut-être que cette personne était liée à sa mort. Le lendemain, la nouvelle que Seimei n'avait pas réussi à faire échouer Tadami se répandit dans tout le palais. Beaucoup de courtisans disaient qu'après tout, il n'était qu'un fils d'un esprit renard insignifiant. Ils ont également affirmé qu'il était meilleur pour flatter l'empereur que pour utiliser ses compétences d'Onmyoji. Seimei, cependant, semblait complètement indifférent à de telles rumeurs malveillantes. S'il avait vraiment ressenti du ressentiment d'être diffamé, il aurait déjà déchaîné une malédiction mortelle sur eux tous. Grâce à la nuit précédente, il avait découvert que la raison pour laquelle Lord Tadami avait parlé si amèrement n'était pas parce qu'il avait perdu contre Lord Kanamori. Il semblait qu'il devait enquêter davantage pour trouver une solution appropriée. Alors que Seimei lisait des documents, un énorme chat noir a soudainement fait irruption dans son bureau, suivi de l'arrivée de Yasunori et d'Onmyoji travaillant à la cour impériale. Il est venu informer Seimei que l'empereur lui avait ordonné d'exercer absolument l'esprit vengeur de Lord Tadami. Puisque le père de Tadami était poète, il pourrait connaître la raison de la mort de son fils. À cause de cela, tôt le matin, Hiramasa entraîna Seimei jusqu'au village natal de Tadami pour rencontrer son père. Le père de Tadami, Tadamin, était un maître dans le monde de la poésie. Seimei lui montra 2 échantillons d'écriture avec des coups de pinceau différents trouvés parmi les affaires de Tadami. Il souligna que les échantillons écrits avec une encre plus foncée étaient souvent les meilleurs poèmes. Voyant que le secret de son fils avait été révélé, Tadamin n'avait d'autre choix que de confesser la vérité à Seimei. Il a dit que toutes les poésies de son fils n'étaient pas de lui. Tadami n'avait pas le talent pour la poésie, mais il l'aimait profondément. Peut-être à cause de cela, il avait été exploité par un démon. Il y a quelques années, la poésie de Tadami avait soudainement beaucoup progressé. Ce que Tadamin trouvait suspect. Il a donc suivi son fils et l'a vu rencontrer fréquemment un démon derrière la montagne. Mais par peur, il n'a pas osé en parler à personne, même pas à son fils. Il était très probable que le poème sur l'amour que Tadami avait utilisé pour la rencontre poétique venait de ce démon. Qui aurait pensé que quelqu'un comme Tadami plagierait le travail de quelqu'un d'autre? Seimei suspectait qu'au cours du rassemblement de poésie, Lord Tadami est perdu à cause du poème que le démon lui avait donné. Le démon, furieux de cela, aurait pu prendre la vie de Tadami. Mais il devait encore trouver le démon pour vérifier la vérité. Et il était possible que ce que Seimei devait exercer, c'était le démon. Pas Tadami, à l'arbre derrière la montagne. Seimei lut un poème composé par le démon et commenta que le poème était complètement vide et sans sens. Furieux de l'insulte, le démon réagit immédiatement. Est apparu et a réprimandé Seimei pour avoir critiqué son poème. Il a dit qu'une personne arrogante comme Seimei ne pouvait jamais comprendre les significations profondes de ses vers. Hiramasa a demandé si le démon avait été celui qui avait maudit Tadami à mort.
Mais le démon n'avait aucune idée de cela, en fait, en entendant que Tadami était mort. Le démon a pleuré amèrement, il n'avait aucune idée que Tadami était mort. Tout ce temps, il avait attendu sur la montagne. Il n'aurait jamais pu nuire à son seul ami. Dans le passé, Tadami avait été si désespéré par son manque de talent poétique qu'il avait envisagé de se suicider au sommet de cette montagne. C'était ce même démon qui a arrêté Tadami à l'époque en utilisant ses vers. Il a demandé à Tadami s'il voulait gagner au rassemblement de critiques poétiques. Et a dit qu'il l'aiderait à le faire. Au début, le démon voulait seulement voir si son talent poétique était toujours pertinent à l'époque actuelle, mais après avoir passé plus de temps avec Tadami, il a apporté une nouvelle brise dans la vie du démon. Ils sont devenus de proches amis, composant de la poésie, ensemble, se partageant et s'encourageant énormément. Tadami a participé au concours, et le démon a composé des poèmes basés sur les idées fournies par Tadami. Ils travaillaient ensemble en parfaite harmonie, le démon était satisfait que ses poèmes soient interprétés, et Tadami gagnait en renommée, tout aurait été bien. Mais lors de la réunion de critiques de poésie impériale, Tadami écrivit un poème de son propre chef et le soumit. Ce poème perdit face à celui de Kanemori. Le démon aurait pu avertir l'empereur que Lord Kanemori avait triché. Mais il ne le fit pas. Pour cette raison, il pensa que Tadami devait avoir nourri un profond ressentiment envers lui. Tadami dit qu'il ne voulait plus écrire de poésie ensemble avec le démon parce qu'il voulait gagner par ses propres moyens. Le démon supplia Seimei de l'emmener rencontrer Tadami, car peut-être il était le seul à pouvoir dissoudre la haine qui était en lui. Cette nuit-là, une pluie battante tombait, et comme d'habitude, Tadami errait dans le palais impérial en récitant le conte de mon amour. Le démon lui cria. Il semblait que dernièrement, son esprit était de plus en plus embrouillé. Il ne pouvait plus se souvenir du poème qu'il avait lui-même écrit. Il ignorait aussi qu'il avait blessé des gens inconsciemment. Le démon demanda si Tadami était devenu comme ça parce que il ne l'avait pas aidé à gagner lors du rassemblement de critiques de poésie. Tadami a dit que ce n'était pas la raison lorsque Kanemori a récité le poème du démon. Il était vraiment heureux. Il voulait vraiment voir si le premier chef-d'œuvre qu'il avait écrit de sa propre main pouvait surpasser l'œuvre d'un démon. Cependant, il n'a toujours pas gagné. Il a eu l'idée qu'il devait devenir un démon lui-même pour défier son ami. Mais il n'avait pas le talent pour devenir un démon comme il l'avait imaginé. Envoûté par l'acte d'écrire de la poésie et voulant se mettre à égalité avec son ami, il a choisi de mourir. Le démon voulait rivaliser avec lui une dernière fois. Mais Tadami a dit que maintenant son esprit était vide, incapable de penser à quoi que ce soit. Il a également demandé à Seimei de l'exorciser. Il ne voulait plus rester ici en tant qu'esprit vengeur et pitoyable. Seimei a exaucé le dernier vœu de Tadami. Ni le démon ni Hiramasa ne voulaient cela. Ils espéraient raviver la passion de Tadami. Mais il était déjà trop tard. Tadami avait quitté ce monde pour toujours. La tâche confiée à Seimei par l'empereur avait également été accomplie. Hiramasa a dit que quelques instants auparavant, Tadami avait montré l'intention de composer de la poésie à nouveau. Pourtant, Seimei l'avait exorcisé sans hésitation. Quel dommage que tout cela ait été vain. Considérant qu'il avait toujours pensé que Seimei était une personne au grand cœur. Le lendemain, Hiramasa a appris à jouer le morceau de flûte de Lord Hatsumi qu'il voulait dédier à Tadami. Il faisait même comme s'il ne connaissait pas Seimei par colère contre ce que Seimei avait fait la veille. Dans toute la capitale, des rumeurs circulaient au sujet d'une étrange fille. Contrairement aux dames nobles habituellement douces, elle passait tout son temps à adorer les insectes. Les gens disaient qu'elle était une véritable princesse des insectes. Cette fille s'appelait Tsuyuko. Son père lui rappelait constamment que le vrai bonheur d'une femme était d'épouser un bonhomme. Pas de s'obséder chaque jour pour des insectes comme ça. Mais la fille ne semblait pas tenir compte de ses conseils. Seimei était assis près du lac en train de boire du saké quand Michinaga vint le chercher. Il dit qu'il avait une faveur à demander à Seimei, sans même écouter de quoi il s'agissait. Seimei refusa immédiatement, disant qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas le temps pour des courses triviales. Michinaga a dit que si c'était le cas, il demanderait plutôt à Hiramasa et reviendrait plus tard. En entendant le nom d'Hiramasa, Seimei a rapidement changé d'avis. Il voulait maintenant entendre ce que Michinaga était venu demander. Tout d'abord, Michinaga a remercié Seimei d'avoir aidé son père lors de l'incident du démon Suzaku la dernière fois. Quant à aujourd'hui, il était ici parce que Lord Takabana Senuki, le père de la dame Tsuyuko, lui avait demandé d'aborder une question concernant sa fille. Depuis son enfance, la dame Tsuyuko avait été très différente des autres enfants. Elle ne se comportait pas comme une jeune noble. Elle allait souvent au ruisseau pour attraper des écrevisses, grimper aux arbres pour cueillir des fleurs.
et attraper des insectes. La jeune fille avait une affection particulière pour les chenilles et a commencé à les garder comme animaux de compagnie. Seimei trouvait cette fille assez intéressante. Cependant, en raison de la nature bavarde de ceux qui se trouvaient au palais, certaines personnes malveillantes l'appelaient la princesse insecte. Bien qu'elle ait atteint l'âge de se marier, la jeune fille ne s'épilait pas les sourcils, ne se maquillait pas, et ne noircissait pas ses dents. Lord Senuki craignait que si cela continuait ainsi, de cette façon, sa fille ne trouverait jamais de mari. Dans le désespoir, il se tourna vers Demant pour obtenir de l'aide. Il alla voir Demant et la supplia de faire tout ce qu'il fallait pour que sa fille perde tout intérêt pour les insectes. Demant était profondément touché par l'amour qu'il avait pour sa fille, mais la méthode qu'elle suggérait pourrait causer beaucoup de tristesse à sa fille. Elle voulait utiliser une substance toxique pour faire perdre à la fille son désir de garder des insectes. Ce qu'il devait faire, c'était suivre toutes ses instructions. Tout d'abord, il plaça un pot vide sous la chambre de sa fille, pour l'ouvrir après 10 jours, puis il enterrerait le pot pendant encore 10 jours. Et quand il l'ouvrirait à nouveau, il y aurait un petit insecte à l'intérieur. Il pensait que sa fille ne voudrait pas garder un insecte aussi laid. Cependant, à sa grande surprise, Lady Tsuuko s'y intéressait beaucoup. Elle trouva la créature adorable, lui donna le nom de ver noir, et décida de la garder comme animal de compagnie. Dès lors, le ver noir grandit jour après jour. D'une petite créature de la taille d'un doigt. Il avait maintenant grandi aussi gros qu'un enfant. Seimei trouvait cela assez ennuyeux de s'occuper de telle affaire. Kamo Yasunori, le frère aîné de Seimei, est venu voir Hiramasa. Il a dit à Hiramasa que l'exorcisme de Todami avait été ordonné directement par l'empereur. Il a aussi averti Hiramasa d'être prudent lorsqu'il interagit avec Seimei, car, sans le soutien de l'empereur, ceux comme lui et Seimei, qui étaient pratiquants de l'Onmyodo, étaient considérés comme des démons par le peuple. Seimei s'est personnellement rendu à la résidence de Lady Tsuyuko. Dehors, beaucoup de gens faisaient des commérages à son sujet, mais à l'intérieur, elle partageait joyeusement des histoires avec les enfants sur les insectes qu'ils avaient trouvés. Elle leur a même donné un nom à chacun. En voyant Seimei, elle l'a emmené rendre visite à son ver noir. Le ver noir était une créature mystérieuse, et elle attendait avec impatience le jour où il se libérerait de son cocon. Seimei disait qu'à la fin, c'était un ver rouge et quand il sortirait de son cocon, il deviendrait incroyablement vicieux. Le ver rouge était une sorte d'insecte né de substances toxiques, et une fois qu'il s'échapperait de son cocon, il maudirait quiconque que la personne qui l'avait élevé détestait. Jusqu'à la mort, Lady Tsuyuko disait qu'elle ne détestait personne. Mais au fond de chacun, n'y avait-il pas une volonté malveillante? Le ver rouge pouvait percevoir cette pensée cachée. Seimei voulait l'exercer immédiatement pour prévenir tout dommage futur. Mais il se souvenait des mots de Hiramasa de la nuit où il avait exorcisé Lord Tadami. Il avait dit à Tsuyuko qu'il attendrait que le ver noir se libère de son cocon. S'il s'avérait vraiment nuisible, il agirait pour l'exorciser. Tsuyuko était très reconnaissante que Seimei traite le ver noir avec tant d'humanité. En visitant son jardin, Seimei remarqua qu'elle avait cultivé une plante appelée racine de Chine, et demanda s'il pouvait prendre quelques graines pour les planter ailleurs, pendant qu'il parlait. Le ver noir s'envola soudain vers le tronc d'un arbre. Tsuyuko expliqua qu'il filait de la soie pour faire un cocon. Cela signifiait que ce soir, il découvrirait si le ver noir était une créature nuisible ou non. Hiramasa, assis et pensant à ce que Yasunori avait dit, a été approché par Atsumi. Atsumi voulait essayer de jouer de la flûte que le démon Suzaku avait donnée à Hiramasa, mais il a découvert qu'il ne pouvait pas la jouer. Il semblait que, à part le démon Suzaku, Hiramasa était le seul à pouvoir jouer de la flûte. Bien qu'Hiramasa sache que l'exorcisme de Tadami par Seimei avait été dû à l'ordre de l'empereur, il ne se sentait toujours pas complètement rassuré. Demandé est venu le voir et lui a dit qu'elle voulait qu'il l'accompagne dans un endroit spécial cette nuit. Seimei et Lady Tsuyuko étaient assises ensemble, attendant le moment où le ver noir se libérerait de son cocon. Elle confia à Seimei qu'elle portait des vêtements d'homme non pas parce qu'elle voulait devenir un homme, mais simplement parce que ces vêtements étaient plus pratiques pour ses activités. Son père était venu lui rendre visite, mais elle ne voulait pas lui parler. Elle avait entendu toute la vérité sur le ver noir. Son père s'excusa également pour ce qu'il avait fait, mais il expliqua qu'il ne voulait que le meilleur pour sa fille. Il avait demandé l'aide des Anmyoji parce que il craignait que personne ne veuille l'épouser. Cependant, Tsuyuko croyait qu'elle n'était pas faite pour être une épouse. Elle ne ressentait du bonheur que lorsqu'elle pouvait être elle-même. Demant a également amené Hiramasa avec elle. Elle attendait avec impatience le moment où le ver noir de Tsuyuko se libérerait de sa chrysalide. À ce moment-là, elle prévoyait de prendre le ver noir et d'en faire son propre shikigami. Tsuyuko a dit que peu importe à quel point le ver
Noir était laid, elle ne le remettrait pas à Demant. Demant a dit qu'il avait été créé par la calomnie, de fausses accusations et l'isolement de ceux qui étaient à l'extérieur envers Tsuyuko. De plus, cela contenait le ressentiment et l'humiliation de son père. Lord Senuki. Tsuyuko a répondu que bien qu'elle soit vraiment attristée et blessée par les choses dites à son sujet, elle ne laisserait pas cela affecter sa vie. De plus, elle ne détestait personne à ce point. Seimei a promis de l'aider si le ver noir se libérait de sa chrysalide et devenait un danger pour tout le monde. En entendant cela, Hiramasa s'est rangé de leur côté et s'est opposé à Demant, ne lui permettant pas de prendre le ver noir. Alors que Demant et Seimei s'affrontaient, Seimei a utilisé un talisman sur le ver noir. Kokon et demanda à Hiramasa de jouer de la flûte. Le son de la flûte semblait accélérer le processus d'éclosion du cocon. Ce qui était spécial avec le ver noir, c'est que, bien que les créatures nées de substances toxiques soient généralement laides, le ver noir, nourri par l'amour de Tsuyuko, se transforma en un très beau papillon, pas nuisible le moins du monde. Hiramasa et Seimei résolurent leur malentendu et redevinrent proches. Hiramasa apporta un panier de champignons pour rendre visite à Seimei, espérant qu'il aimerait le cadeau qu'il avait préparé. Hiramasa souhaitait que Seimei lui dise que le cadeau était merveilleux, ne serait-ce qu'une fois. Mais il réalisa alors que Seimei n'avait même jamais correctement prononcé son nom. Perdu dans ses pensées, un jeune garçon sortit en courant de chez Seimei et heurta Hiramasa, faisant tomber une écaille de jade. Le garçon ne dit rien et s'en alla rapidement. Hiramasa entra dans la résidence avec un panier de champignons, ayant l'intention de boire avec Seimei. Mais Seimei le repoussa, expliquant que il était occupé par une tâche qu'il venait de prendre en charge. Un moine du temple Bayon lui avait demandé de l'aider à identifier les insectes qu'il avait envoyés. Comme ils apparaissaient chaque matin dans la salle principale, lorsqu'il était envoyé à Seimei, ils étaient tous morts. Le moine lui proposa de lui donner un ensemble rare de écritures de Tianju en échange de son aide. Seimei demanda à Hiramasa pourquoi il était venu le voir. Hiramasa demanda soudain à Seimei s'il se souvenait de son vrai nom. Seimei non seulement s'en souvenait, mais savait aussi que Hiramasa était le cousin de l'empereur. Si c'était le cas, pourquoi ne l'avait-il jamais appelé par son nom? En réalité, Hiramasa était venu aujourd'hui simplement pour tenir compagnie à Seimei. Il pensait qu'en vivant seul dans une si grande résidence, Seimei devait se sentir très seul. Hiramasa demanda à Seimei ce qu'il pensait du garçon aux cheveux verts qu'il avait vu plus tôt à l'entrée. Seimei expliqua que le garçon était simplement venu demander un talisman pour aider sa mère à accoucher en toute sécurité. Si tout se passait bien, quelque chose d'extraordinaire pourrait se produire demain matin près de la Kamo rivière, un événement rare qui se produit une fois tous les 1000 ans. Puisqu'Hiramasa était là, Seimei suggéra qu'ils fassent quelque chose ensemble, attendant jusqu'au matin pour être témoin de l'événement, comparé aux insectes ennuyeux que le moine avait envoyés. Hiramasa semblait beaucoup plus intéressant pour Seimei. Seimei compta un total de 262 insectes, dont certains étaient très étranges. Hiramasa voulait boire avec Seimei, mais Seimei était encore occupé avec les insectes. Hiramasa disait que chaque fois qu'il venait, il trouvait la résidence étrangement calme. Seimei répondit que depuis que Hiramasa était entré dans sa vie, elle n'avait jamais été aussi calme qu'avant. Juste au moment où elle disait cela, mademoiselle Tsuyuko courut chercher Seimei. Elle voulait trouver un endroit dans son jardin qui recevait le moins de soleil pour y planter un type de plante spéciale. Depuis l'incident avec les larves de cigales, elle apportait des racines rares, des tubercules ou des graines au domicile de Seimei pour les planter. Hiramasa demanda à Tsuyuko à propos de l'orbe noire. Mademoiselle Tsuyuko enleva rapidement son chapeau, et la grande orbe noire. L'orbe, grâce à Seimei, était devenu beaucoup plus petit et plus mignon. Tsuyuko a dit qu'elle avait fini de planter les fleurs dans le jardin de Seimei, et que l'automne prochain, elles fleuriraient en de belles fleurs vertes ressemblant à des chapeaux nobles. La plante s'appelait aconite, une plante toxique, mais si elle était utilisée correctement, elle pouvait être une herbe précieuse pour traiter les maladies cardiaques. Hiramasa a commenté que cette fleur était très similaire à Seimei. C'était aussi une bonne personne tant qu'il ne suivait pas les ordres injustes de l'empereur. Pour mademoiselle Tsuyuko, Seimei était comme un médicament qui guérissait sa maladie. Puisqu'elle était là, ils l'ont également emmenée voir les étranges insectes envoyés par le moine. En les voyant, elle s'est exclamée qu'ils étaient magnifiques, car elle n'avait jamais vu de tels. Les créatures d'avant, contrairement à Hiramasa et Seimei, qui pensaient que tous les insectes étaient identiques. Tsuyuko remarqua que chacun avait ses propres caractéristiques uniques. Cependant, certains d'entre eux ressemblaient vraiment beaucoup. Il semblait que le manoir de Seimei accueillait ce jour-là de nombreux invités distingués. Lord Atsumi apporta aussi une bouteille de vin et invita Seimei à boire avec lui. Les deux buvaient tranquillement en dégustant du vin pendant que Hiramasa
et mademoiselle Tsuyuko s'occupait de trier les insectes. Hatsumi remarqua que bien qu'Hiramasa soit aimé de beaucoup, il n'avait que très peu d'amis. C'est pourquoi, en voyant son élève proche de Seimei, Hatsumi était heureux et fier. Hiramasa, lui, voulait simplement boire du vin avec Seimei. Mais Tsuyuko ne voulait pas qu'il parte avant que le travail soit terminé. Hatsumi voulait que Seimei prenne bien soin de son élève. Bien que l'on dise souvent que Hiramasa est le fils d'une renarde, Hatsumi croyait qu'il était une bonne personne et qu'il deviendrait un bon ami pour Hiramasa. De plus, il semblait que Hiramasa s'inquiétait toujours pour Seimei. Il rendait souvent visite à Seimei parce qu'il craignait que être seul dans le manoir soit très triste. Il disait même que Seimei essayait de repousser tout le monde. Hiramasa a accidentellement écrasé un des insectes. En causant une agitation dans le couloir, Seimei et Hatsumi sont venus vérifier la situation. Curieusement, après avoir été piétiné par Hiramasa, l'insecte a disparu. Et un étrange caractère chinois est apparu sur le pied d'Hiramasa. Ce caractère ne signifiait rien. Tout le monde a spéculé que le caractère représentait le vide lorsque l'insecte a disparu. Ou peut-être qu'il signifiait la futilité de leurs efforts jusqu'à présent. Cela pourrait aussi indiquer quelque chose d'interdit ou avoir une autre signification. Il y avait un total de 262 insectes. En entendant ce nombre, Hatsumi a soudain pensé à quelque chose. C'était 262 caractères. Seimei a appelé Matsu et Yoru et leur a dit de préparer sa lettre à envoyer au temple de Bankyu. Ce soir-là, les quatre étaient assis au bord du lac, buvant du vin et discutant. Hiramasa a été surpris que mademoiselle Tsuyuko connaisse Hatsumi. Elle a expliqué que Lord Hatsumi partageait sa passion pour les plantes, c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Lord Hatsumi était très exceptionnel. Il connaissait beaucoup de choses dans de nombreux domaines, musique, poésie, tir à l'arc, il pouvait presque tout faire. Hiramasa a demandé à Seimei ce qu'ils attendaient exactement. Seimei a répondu qu'ils attendaient une réponse du temple Bankyu. À ce moment-là, une lettre pliée en forme d'avion a volé et a atterri dans la main de Seimei. Comme Seimei l'avait prédit, la véritable forme des insectes était le sutra du cœur. Un texte bouddhiste composé de 262 caractères, dont 21 étaient le caractère chinois rien, dans l'après-midi. Seimei avait envoyé une lettre au temple Bankyu à ce sujet. Ils ont répondu que le sutra était couvert de poussière dans la salle des sutras depuis longtemps. Et tous les caractères avaient disparu. Puisqu'ils n'avaient pas été récités depuis longtemps, les personnages s'étaient transformés en insectes qui se déplaçaient autour du temple. Les insectes n'apparaissaient que si les moines récitaient assidûment le sutra du cœur plus souvent. Ainsi, le problème était bien résolu. Quant aux insectes, mademoiselle Tsuyuko les a ramenés en souvenir. Hiramasa a dit que, comme il ne savait jouer que de la flûte, il enviait Hatsumi pour sa connaissance de tant de choses. Mais en réalité, le jeu de la flûte de Hiramasa était aussi très admirable. Le son de sa flûte, combiné avec celui de Seimei, les incantations ont produit des résultats remarquables. Cela avait même sauvé l'orbe noir. Mademoiselle Tsuyuko voulait que Hiramasa joue de la flûte pour eux. Et la musique était profondément émouvante. Après avoir accompagné mademoiselle Tsuyuko et Lord Hatsumi, Hiramasa et Seimei ont continué à boire ensemble. Seimei se remémorait la première fois qu'il a rencontré Hiramasa, et pensait qu'il n'aurait pas dû lui répondre. S'il ne l'avait pas fait, Hiramasa ne se serait pas accroché à lui comme ça. Voyant Hiramasa s'endormir, Seimei a demandé à Matsu et Yoru de l'emmener dans sa chambre pour dormir. Le lendemain matin, ils se rendirent au bord de la rivière pour assister à elle. Événement unique en Milan dont Seimei avait parlé plus tôt. Après avoir attendu un moment, ils virent 3 mères dragons s'élever de cette section de la rivière. À ce moment-là, Hiramasa réalisa que le garçon qu'il avait rencontré à la porte du manoir le jour précédent était venu demander un talisman de sécurité pour sa mère dragon. Aujourd'hui, sa mère avait réussi à donner naissance et était de retour à son travail de faire pleuvoir pour la capitale. Après avoir admiré l'arc-en-ciel, juste au moment où ils allaient partir, une fumée blanche apparut soudainement. Un démon masqué tenant un morceau de papier est venu et a essayé de nuire à Seimei. Bien que Hiramasa ait fait de son mieux pour coopérer avec Seimei pour résister, ce démon semblait assez puissant. Il a mis Seimei hors de combat. Hiramasa a porté Seimei jusqu'au manoir, où le seigneur Yasunori, le supérieur de Seimei, attendait déjà. Ils ont emmené Seimei dans sa chambre. Hiramasa a dit à Yasunori qu'un insecte de la main du démon s'était glissé dans la bouche de Seimei. Yasunori l'a immédiatement reconnue comme étant la larve à doigts rouges, mais elle avait l'air très différente des larves que Tsuyuko avait élevées. Hiramasa se précipita pour trouver Tsuyuko, espérant qu'elle pourrait aider Seimei, lorsque Yasunori essaya de toucher Seimei. Les Matsu et Yoru essayèrent de l'arrêter, mais ils n'étaient que des esprits familiers.
et ils furent rapidement transformés en pétales par Yasunori. Yasunori toucha le cou de Seimei et récita une incantation, semblant essayer de piéger les larves à doigts rouges dans le corps de Seimei. Juste à ce moment-là, Suyuko et Hiramasa arrivèrent à temps. Yasunori dit qu'il voulait mettre l'orbe noire de mademoiselle Suyuko dans le corps de Seimei. Cela lutterait contre les larves à doigts rouges du démon. Il a dit qu'il n'était pas sûr que cela sauverait Seimei, mais il devait essayer. Il a demandé à Suyuko de réciter une incantation pour mettre l'orbe noire dans le corps de Seimei. Après cela, il ne pouvait qu'attendre que les deux insectes se battent dans le corps de Seimei. S'il avait de la chance, Seimei se réveillerait. Mais sinon, il mourrait. Hiramasa tenait la main de Seimei pour l'encourager à continuer à se battre. Mais en tenant la main de Seimei, Hiramasa a vu une vision dans son rêve. C'était lorsque Seimei était enfant. À cette époque, il avait été accepté comme disciple par le père de Yasunori, Tadayuki. À l'époque, il était souvent harcelé par ses camarades de classe. Ils lui ont dit que puisqu'il était l'enfant d'un renard, il devait retourner à la montagne et ne pas rester là. Cette nuit-là, Seimei et 3 autres étudiants marchaient avec Tadayuki quand ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Seimei le rapporta immédiatement à son maître. Tadayuki ordonna à tout le monde de se cacher sous le chariot et de rester silencieux pendant qu'il réciterait une incantation pour chasser le démon. Tout en se cachant sous le chariot, un des camarades de Seimei ne cessait de faire du bruit en tripotant un chapelet. Seimei voulait lui faire une remarque, mais le camarade le réprimanda, l'appelant le enfant d'un renard et refusant de le laisser le toucher. Le bruit a attiré le démon, qui a attaqué le camarade de classe. Les 2 autres étudiants ont été témoins de la scène terrifiante et ont essayé de fuir, mais ont également été dévorés par le démon. Le lendemain matin, des rumeurs se sont répandues dans l'école selon lesquelles Seimei était le seul à avoir survécu à la rencontre avec le démon. Il pensait qu'il avait tué ses camarades de classe parce qu'il n'était pas un enfant ordinaire. À leurs yeux, Seimei était un monstre haï. En grandissant, son maître est décédé. Et à partir de ce moment-là, le regard de Yasunori envers lui était progressivement rempli de ressentiment. Seigneur Masanaga a profité de l'occasion lorsque Seimei se sentait mal pour le réconforter et établir une relation plus proche. Masanaga a dit qu'il pouvait voir que les sentiments de Seimei pour son maître étaient plus que ceux d'un enseignant envers un élève. C'était comme un lien père-fils. Plus tard, Masanaga a demandé à Seimei un service très important. Il essayait de maudire son père à mort en utilisant une incantation. Il a admis qu'il savait que c'était inacceptable. Mais il n'avait pas d'autre choix. Son père avait tourmenté sa mère pendant de nombreuses années. Et s'il restait aux commandes, leur famille serait ruinée. Masanaga avait utilisé l'incantation pour tuer son père. Mais comme il était encore en train d'apprendre, cela n'a pas fonctionné. Il voulait que Seimei l'aide à renforcer la malédiction pour qu'elle ait tout son effet. Avec sa conscience, Seimei ne pouvait pas accepter cette demande. Cependant, il a promis de ne pas révéler que Masanaga avait utilisé une incantation pour nuire à son père. Malgré la promesse, Masanaga a quand même envoyé des gens pour assassiner Seimei. Furieux à cause de cela, Seimei est allé le confronter. Masanaga affirmait que Seimei était celui qui lui avait fait du tort en premier, en disant que, même s'il était ami, Seimei ne l'avait pas aidé. Seimei répliqua qu'il n'avait jamais eu un tel ami. Depuis ce jour, Seimei s'était installé seul dans le grand manoir. Un après-midi, en buvant, 2 pétales de glycine, l'un violet et l'autre blanc, tombèrent sur ses épaules. Sentant une connexion avec ces pétales, Seimei utilisa une incantation pour les transformer en esprits familiers afin qu'ils restent avec lui. En effet, il avait toujours été très solitaire. Dans les rêves de Seimei, Hiramasa apparaissait, et ils partageaient de nombreux souvenirs ensemble. Seimei semblait s'être ouvert et avoir accepté cette amitié réticente. En voyant le passé douloureux de Seimei, Hiramasa pleurait abondamment, ému par la souffrance de son ami. Hiramasa décida d'aller demander de l'aide. L'homme lui dit qu'il y avait un dieu dans la montagne Tai qui contrôlait la durée de vie humaine. S'il demandait au dieu de prolonger la vie de Seimei, il devrait sacrifier quelque chose de très précieux. Hiramasa prévoyait de jouer une dernière mélodie sur sa flûte, puis d'aller demander au dieu de prolonger la vie de Seimei. Yasunori se demandait comment Seimei pouvait vivre si longtemps avec 2 sortes d'insectes en lui. Il demanda à Suyuko de veiller sur Seimei pendant qu'il sortait. Après avoir abandonné ses talents de flûtiste, Hiramasa restait troublé. Seimei, cependant, ressentant un certain regret, était lentement en train de se réveiller grâce au sacrifice d'Hiramasa. Dès qu'il reprit conscience, Seimei vomit un objet sphérique, qui semblait être les restes des larves à orteils rouges, qu'il avait attaqué la veille. Tout le monde, surtout Hiramasa, était très inquiet pour la santé de Seimei. Une fois qu'il a été confirmé que Seimei allait bien, Hiramasa s'est senti soulagé.
Seigneur Yasunori était également présent, et Seimei pensait qu'il l'avait sauvé. Mais Yasunori a dit qu'il n'avait rien fait. Quoi qu'il en soit, Seimei s'est excusé de l'avoir dérangé. Yasunori a dit qu'il rapporterait l'incident à l'empereur, et que Seimei n'avait pas besoin d'aller au palais pour l'instant, en s'en allant. Yasunori a déploré que Seimei était en effet une personne très chanceuse. Seimei se demandait pourquoi il avait survécu même après avoir été attaqué par les larves à orteils rouges. Tsuyuko a expliqué que c'était l'orbe noir qui avait expulsé les larves de son corps. Elle se souvint alors qu'Hiramasa était sorti hier. Il a dit qu'il se sentait un peu étouffé, alors il est sorti se promener. Hatsumi a également défendu Hiramasa pour empêcher la vérité sur lui, de révéler qu'il échangeait ses compétences à la flûte pour sauver Seimei d'être exposé. Hiramasa s'est excusé auprès de Seimei, en disant que s'il avait joué de la flûte, ce soir-là, Seimei n'aurait pas été attaqué. Il a expliqué qu'il avait été distrait par un bruit étrange, ce qui l'avait amené à perdre sa concentration et à ne pas pouvoir jouer de la flûte. Seimei lui a dit de ne plus s'excuser. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était penser au démon de cette nuit-là. Il croyait que le démon était un demi-démon, demi-humain, ce qui signifiait qu'il avait transformé en démon tout en étant encore en vie. Le démon n'avait qu'une seule corne, ce qui indiquait qu'il n'était pas complètement transformé. À ce moment-là, le démon pouvait encore prendre une forme humaine, ce qui le rendait plus difficile à gérer que les autres démons. Une personne qui devient un démon dans des circonstances extrêmes peut avoir sa haine et son ressentiment dépasser tout contrôle. Seimei voulait retrouver Daman pour s'enquérir du démon qui l'avait attaqué. Comme personne d'autre que Daman ne pouvait lui apprendre à créer les larves à orteils rouges, il voulait faire appel aux Matsu et Yoru pour obtenir de l'aide, mais ne pouvait pas les trouver. Tsuyuko expliqua qu'à cause de sa santé affaiblie, ils avaient disparu. Seimei trouva cela étrange, car les familiers ne disparaîtraient généralement pas sans son ordre. Tsuyuko suggéra que le démon pourrait en fait être Lord Yasunori. Elle avait été témoin de nombreux comportements étranges de Yasunori pendant que Seimei était inconscient. Et elle n'était pas sûre de ses véritables intentions d'aider Seimei. Hiramasa se demanda pourquoi Yasunori avait utilisé l'orbe noir. Peut-être voulait-il montrer qu'il avait essayé d'aider. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'orbe vainque les larves à pattes rouges. Seimei demanda si Hiramasa avait appelé Yasunori. Mais Hiramasa répondit que Yasunori avait été dans le manoir de Seimei avant que Hiramasa ne le ramène. Tout le monde soupçonnait que Yasunori pouvait être celui qui avait blessé Seimei. Mais Seimei voulait toujours rencontrer Daman pour confirmer la vérité. Il ne pouvait pas croire que son frère aîné nourrissait une telle haine envers lui. Seimei utilisa une incantation pour invoquer à nouveau les papillons noirs. Mais en cherchant partout, il ne parvenait toujours pas à trouver Daman. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient dans le palais impérial au sujet de Seimei, prétendant qu'il avait été maudit et sauvé par Yasunori. C'était une bonne occasion pour les ennemis de Seimei de le faire tomber. Hiramasa informa Seimei des rumeurs, et le guillemet simple inversé guillemet simple inversé guillemet simple inversé. L'empereur l'a convoqué au palais pour l'interroger. Les fonctionnaires critiquaient continuellement Seimei, disant que s'il avait été défait par un simple insecte, il n'était pas digne de sa position. Seul Lord Kanae croyait en Seimei et parlait en sa défense, le qualifiant du plus grand onmyoji de tous les temps. Les fonctionnaires voulaient organiser un concours entre Seimei et un autre onmyoji pour prouver ses capacités. Seimei trouva cette idée ennuyeuse et refusa catégoriquement de participer. Cependant, lorsqu'il apprit que son adversaire serait Daman, il ne pouvait plus refuser. Daman a dit que si Seimei gagnait, elle lui dirait l'identité du démon qui l'avait attaqué cette nuit-là. Ils ont ensuite participé à un concours d'incantation, utilisant des techniques puissantes qui ont étonné tout le palais. Mais juste au moment où la bataille atteignait son apogée, un groupe de têtes de démons est apparu, attaquant tous les onmyoji et même l'empereur. Tout le monde a paniqué et a fui. Seimei a créé une barrière pour retenir les démons, permettant à tous de s'échapper. Il comptait travailler avec le jeu de flûte de Hiramasa pour vaincre les démons, mais Hiramasa a dit qu'il n'avait pas apporté sa flûte ce jour-là. Seimei a alors utilisé ses incantations pour éliminer les têtes de démons. En voyant cela, il semblait que les capacités de Seimei étaient enfin reconnues par tous, alors que Seimei s'apprêtait à partir. Il voulait encore demander à Daman à propos du démon qui l'avait utilisé avec les larves à orteils rouges cette nuit-là. Les têtes de démons d'avant avaient aussi été créées par Daman pour restaurer l'honneur de Seimei. Daman a dit qu'elle révélerait la véritable identité du démon une fois que Seimei l'aurait vaincu. Cependant, elle a donné quelques indices. Le démon était très préoccupé par Seimei. Il était venu chercher Seimei lors d'une nuit orageuse, parce que, après ne pas avoir entendu son familier du flûtiste jumeau, le démon moineau pourpre est allé à Hiramasa. Pourquoi il avait arrêté de jouer de la flûte?
Hiramasa expliqua qu'il avait sacrifié son talent pour sauver la vie de Seimei. Malgré cela, le démon moineau cramoisi voulait toujours qu'Hiramasa garde la flûte, espérant qu'il la jouerait un jour à nouveau. Hiramasa entendit les officiels du palais se plaindre que Seimei apparaissait près de leur lit au milieu de la nuit, pour disparaître soudainement. Il semblait que Seimei essayait de trouver la personne qu'il avait presque maudit à mort. Il avait rendu visite à ceux qu'il soupçonnait de lui en vouloir. Les officiels se demandaient qui dans le palais pouvait possiblement nourrir une telle rancune envers Seimei. Cela fit Hiramasa se rappeler les paroles de Tsuyuko à propos de Lord Yasunori. Hiramasa demanda à Seimei comment il savait à l'avance que Seimei serait en danger et qu'il attendait au manoir. Seimei expliqua que chaque Anmyoji, comme lui, possédait une capacité unique qui les personnes ordinaires comme Hiramasa ne pouvaient pas comprendre. Il précisa en outre que si Hiramasa pensait être celui qui avait blessé Seimei, cette croyance pourrait être une erreur. Seimei se trouvait actuellement chez l'Anmyoji, en train de préparer quelque chose pour la quête de la nuit afin de trouver le démon. Hiramasa est entré et Seimei lui a dit que la mission de chasse au démon commencerait ce soir. Il préparait quelque chose à cet effet et aurait besoin de la flûte d'Hiramasa pour coopérer avec lui. Cependant, Hiramasa semblait mal à l'aise avec cette demande. Hiramasa demanda alors à Seimei des plaintes récentes de divers officiels, disant que Seimei les avait dérangés pendant la nuit. Seimei admit que c'était vrai. Il expliqua que les larves à pattes rouges étaient sûrement liées à Demon, alors il avait envoyé ses familiers enquêter pour voir lequel des officiels pourrait être impliqué. Il voulait aussi profiter de cette occasion pour avertir les fonctionnaires au sujet de Demon, car la personne qui le détestait semblait être partout. À ce moment-là, Lord Kanae est arrivé pour demander à Seimei au sujet de la menace qu'il avait faite contre lui. Les fonctionnaires et l'empereur voulaient organiser un grand rituel pour chasser les démons. Mais Seimei n'était pas d'accord. Il croyait que c'était inutile, affirmant que les démons étaient simplement créés par quelqu'un pour effrayer les gens et n'avaient aucune intention d'assassinat. Il demanda la permission de partir ensuite pour éviter les fonctionnaires ennuyeux. Alors qu'Hiramasa se promenait dans le palais, il entendit une belle flûte jouer. C'était Hatsumi qui jouait de la flûte. Hiramasa s'est arrêté longtemps pour l'écouter, et juste au moment où il allait partir, Hatsumi l'a rappelé. Il s'est excusé d'avoir joué de la flûte devant Hiramasa et lui a demandé si Hiramasa ne ressentait pas de la tristesse de perdre sa capacité à jouer de la flûte à cause de Seimei. Après tout, Hiramasa avait toujours été le meilleur flûtiste du palais. Cependant, Hiramasa a répondu que ce n'était pas aussi important pour lui que le pensait Hatsumi. Il ne s'était jamais comparé aux autres en talent. Il jouait de la flûte simplement parce qu'il en prenait plaisir. Même s'il admettrait qu'il manquerait de jouer de la flûte, le fait qu'il ait sauvé la vie de Seimei en valait la peine. Hiramasa y vit aussi une occasion de poursuivre quelque chose de nouveau qu'il aimait, comme étudier quelque chose d'utile. Hatsumi demanda alors à Hiramasa la flûte jumelle qu'il lui avait donnée le démon moineau pourpre. Hiramasa refusa, disant que la flûte était très spéciale et qu'il ne pouvait la donner à personne d'autre. Il la garderait avec lui et peut-être qu'un jour, dans de nombreuses années, il pourrait la rejouer. Alors que la nuit tombait, Seimei et Hiramasa se rendirent à un arbre pour effectuer un rituel afin de réveiller l'arbre aux orteils rouges qui avait attaqué Seimei plus tôt. Hiramasa craignait que la créature ne l'attaque à nouveau une fois réveillée. Mais Seimei lui a assuré de ne pas s'inquiéter. Il recréait la créature pour la conduire vers celui qui l'avait créée. Seimei était impatient de découvrir qui le détestait autant. Ils ont poursuivi les larves aux orteils rouges à travers une forêt dense en chemin. Hiramasa se demandait pourquoi Seimei ne l'appelait jamais par son nom. Seimei, concentré sur la traque des larves, se contenta de dire que Hiramasa était trop sensible. Un brouillard est apparu, les séparant. Seimei s'est retrouvé là où se tenait Yasunori. Alors qu'Hiramasa se retrouvait face à face avec le véritable démon, Yasunori expliqua qu'il n'était pas celui qui avait créé les larves à doigts rouges. Bien qu'il n'aimât pas Seimei, il ne serait pas assez fou pour créer un démon juste pour le tuer et risquer de se transformer en démon. Il méprisait Seimei. Mais quand il avait ramené Seimei plus tôt, son père lui avait ordonné de protéger Seimei, donc il ne pouvait pas aller à l'encontre des souhaits de son père. Il expliqua également que l'orbe noir qu'il avait utilisé sur Seimei n'avait pas beaucoup d'effet. Et il ne savait même pas pourquoi Seimei avait survécu. Cependant, Yasunori soupçonnait que la cible des larves à orteils rouges n'était pas Seimei, mais quelqu'un d'autre. Seimei, réalisant la situation dans son ensemble et comprenant que Hiramasa était en danger, courut rapidement pour retrouver son ami. Le démon que Hiramasa rencontra était en réalité Hatsumi. Il avoua qu'il avait toujours été jaloux des talents de flûtiste de Hiramasa.
Les larves à orteils rouges avaient été créées pour nuire à Hiramasa. Mais Seimei l'avait sauvé. Malgré cela, Hatsumi ressentait une certaine satisfaction en sachant que, pour sauver Seimei, Hiramasa avait perdu son talent. Après une longue recherche, Seimei a finalement trouvé Hiramasa. Mais malheureusement, le démon a transpercé la poitrine de Hiramasa avec une épée. Seimei a rapidement utilisé un talisman sur lui, mais le démon l'a bloqué et a pris la fuite. Seimei s'est précipité pour aider Hiramasa, qui s'est excusé de ne pas être resté près de lui, croyant qu'il ne survivrait pas. Hiramasa, avant de mourir, a demandé à Seimei de sauver Hatsumi, le démon, pour la première fois. Seimei a appelé le nom de Hiramasa. Puis, Seimei est allé chercher des réponses auprès de Daman concernant Hatsumi. Daman a fait remarquer que Seimei semblait plus humain, cette fois par rapport à leur dernière rencontre. Elle a demandé si Seimei voulait tuer Hatsumi pour venger Hiramasa. Seimei a questionné pourquoi Daman avait aidé Hatsumi à devenir un démon. Daman a expliqué qu'il était inhabituel de voir Seimei si proche d'un humain et elle voulait voir comment Seimei réagirait si quelque chose arrivait à cette personne. Elle avait seulement voulu jouer avec la situation, ne s'attendant jamais à ce qu'Hiramasa meure réellement. Cependant, elle a précisé que la mort d'Hiramasa n'était pas entièrement de sa faute. La véritable cause était le manque d'attention et de prudence de Seimei. Il y avait eu plusieurs signes, mais Seimei ne les avait pas remarqués. Seimei n'était pas d'accord, disant que ce n'était pas de sa faute. Hiramasa ne lui avait jamais dit ce qu'il traversait, il ne pouvait donc pas lui en vouloir. Tout était le résultat de ses propres décisions, Hiramasa. Daman critiqua la vision de Seimei sur son ami, la trouvant dure. Seimei répondit que Hiramasa n'était pas son ami. Cependant, pour Hiramasa, Seimei était un ami très précieux, lorsqu'il luttait entre la vie et la mort. Hiramasa avait sacrifié ses talents de flûtiste pour le sauver. Seimei savait que perdre un ami était bien plus douloureux que de perdre sa capacité à jouer de la flûte. Grâce à Hiramasa, Seimei avait vécu jusqu'à ce jour. Seimei était profondément choqué par les informations qu'il avait reçues de Daman sur le chemin du retour. Il a beaucoup pensé à Hiramasa. La première personne qui avait cru en lui faisait confiance à ses capacités et comprenait sa solitude. Lady Tsuyuko était également dévastée en apprenant qu'Hiramasa était décédé. Un serviteur de la maison a remarqué des taches de sang sur les vêtements d'Hatsumi, et est allé chercher de nouveaux vêtements pour lui. Hatsumi ne s'attendait pas à ce que les choses deviennent si graves. Un démon dans les buissons de fleurs à proximité lui rappela que maintenant, il pouvait jouer de la flûte qu'il avait reçue de Hiramasa. Il était maintenant le meilleur flûtiste de la capitale. Hatsumi avait l'intention de jeter la flûte dans le canal à proximité. Mais à ce moment-là, le démon est apparu sous l'eau. Presque comme une seconde personnalité en lui. Hatsumi a blâmé le démon pour la mort de Hiramasa. Le serviteur qui préparait des vêtements pour Hatsumi a accidentellement vu sa forme de demi-démon et est devenu terrifié. Le démon en Hatsumi s'est précipité dans la rue, causant la panique parmi les personnes qui en étaient témoins. Hatsumi voulait que le démon quitte son corps. Mais c'était impossible. Le démon a dit à Hatsumi qu'il aurait dû tuer Hiramasa quand les larves à orteils rouges sont apparues. Hatsumi était allée exiger cela, mais elle ne voulait pas de ce résultat. Elle avait élaboré un plan pour amener Hiramasa à sacrifier son talent pour sauver Seimei. Cependant, même après avoir perdu son talent, Hiramasa n'avait pas du tout changé. Le démon, rempli d'envie, sentait qu'Hatsumi était toujours attaché au monde humain. Et il lui en voulait pour cela. Hatsumi, cependant, pensait différemment. Lui et Hiramasa étaient amis depuis longtemps. Et il avait même appris à Hiramasa à jouer de la flûte. Après la mort d'Hiramasa, Seimei était également profondément attristé. Il a même eu des hallucinations où il s'imaginait qu'Hiramasa était encore assis et buvait avec lui. Yasunori est venu trouver Seimei, lui donnant un talisman contenant l'âme d'Hiramasa. Il a révélé que lorsqu'il a réalisé que le démon pouvait avoir tenté de contacter Hiramasa, il a secrètement placé le talisman pour le protéger. Cependant, le talisman ne pouvait protéger que l'âme d'Hiramasa. Il n'était pas certain qu'Hiramasa soit mort. Mais Seimei ne pouvait rien faire pour le ranimer puisque son cœur s'était arrêté de battre. Seimei dit qu'il y avait encore une solution. Il irait supplier le Taishan Fujin, le dieu de la vie et de la mort, pour sauver Hiramasa. Yasunori se demanda si Seimei comprenait vraiment ce qu'il disait. Le Taishan Fujin était un dieu qui gouvernait la vie humaine. Non seulement il était très difficile de faire une telle supplication, mais même si elle était exaucée, le prix serait extrêmement élevé. Possiblement même la vie de Seimei. Yasunori demanda si, en mourant pour sauver Hiramasa, Seimei serait vraiment heureux. Il a conseillé à Seimei d'abandonner, de laisser l'âme de Hiramasa retourner dans son corps pour qu'il puisse partir en paix. Seimei refusait de croire à de telles choses.
Il croyait que tout ce qui se passait était de sa faute. Et il ne laisserait certainement pas Hiramasa mourir. Le démon à l'intérieur d'Atsumi croyait que tout était de la faute de Hiramasa. Il ne pouvait pas pardonner à celui qui avait volé la mélodie secrète de la flûte. Une mélodie qu'Atsumi avait tant de mal à apprendre. Hiramasa se vantait délibérément de n'être que lui capable de jouer la flûte du démon phénix. La colère d'Atsumi l'a transformé en un vrai démon. Il y a peu de temps, Atsumi taillait des branches dans le jardin quand il s'est senti triste. Pensant qu'il ne pourrait jamais être aussi talentueux qu'Hiramasa. Il se disait peut-être qu'il ne pourra jamais jouer de la flûte du démon phénix de sa vie. Soudain, une voix lui a parlé à côté, lui demandant s'il continuerait à vivre sa vie en tant qu'être inférieur. La voix lui a suggéré de tout voler à Hiramasa et de le faire sien. Ne ressentait-il aucune haine envers Hiramasa? Atsumi n'avait jamais pensé à une telle chose. Pour lui, Hiramasa était un ami très spécial. La voix du démon soulignait que Hiramasa était un génie, mais ce talent piétinait la fierté des autres. En coupant la fleur qui parlait, Atsumi regarda en bas. Dans une mare d'eau et réalisa qu'il était devenu un démon. Le démon lui dit qu'il ne pouvait en choisir qu'un. La flûte ou son amitié avec Hiramasa. Finalement, Atsumi choisit la flûte. Hiramasa était mort, et maintenant personne ne pouvait le surpasser en jouant de la flûte. Plus tard, Atsumi rencontra Seimei dans la forêt. Seimei déclara qu'il était venu tuer Atsumi. Il ne pouvait pas honorer le dernier souhait de Hiramasa, car Atsumi était devenu un démon maléfique. Cependant, juste au moment où Seimei s'apprêtait à frapper, il remarqua des larmes couler du coin de l'œil du démon. Peut-être qu'au fond de lui, Atsumi souffrait encore de ce qu'il avait fait. À cause de cela, Seimei décida de lui épargner la vie. Seimei prit alors une action très risquée. Il alla voler le corps de Hiramasa. Il semblait qu'il avait un plan pour ressusciter Hiramasa. Yasunori pensait que cette idée était très dangereuse. Seimei savait que c'était risqué. Mais il croyait que seul Hiramasa pouvait sauver Atsumi. Seimei avait demandé à l'homme de l'aider à préparer ce plan important. Elle a dit qu'il ne lui manquait que quelques ingrédients. Et une fois qu'il serait prêt, elle accomplirait la tâche qu'il lui avait confiée. Cependant, elle croyait toujours que les actions de Seimei étaient folles, comme s'il avait perdu la raison. Lady Tsuyuko pensait que Seimei voulait transformer Hiramasa en Shikigami. Mais Seimei expliqua que le transformer en Shikigami ne leur permettrait pas de communiquer. Il était déterminé à essayer de ressusciter Hiramasa. Avant, il avait conclu un accord secret avec Daman. Cette fois, leur rencontre s'était beaucoup mieux déroulée qu'auparavant. Et Daman avait accepté d'aider. Cependant, il était incertain que Hiramasa puisse être réveillé, et il ne le saurait que lorsqu'il essaierait. Lady Tsuyuko voulait accompagner Seimei au rituel. Mais il l'en empêcha. Il lui dit que l'endroit était trop dangereux et, plus important encore, que lorsqu'Hiramasa serait réveillé, au moins un de ses amis devrait encore être en vie. Ils ont porté le corps de Hiramasa au terrain sacrificiel royal, où les officiers tenaient une cérémonie pour la paix de l'empereur. Tout le monde était choqué lorsque Seimei est apparu. Il a annoncé qu'il était venu présider la cérémonie. Mais ce ne serait pas une cérémonie de paix normale. Au lieu de cela, une fois ce rituel accompli, il garantirait la paix de toute la capitale pour longtemps. Les officiers ont immédiatement exprimé leurs inquiétudes, accusant Seimei d'avoir volé le corps de Hiramasa. Seimei a ouvert le tapis couvrant le corps de Hiramasa, faisant reculer tout le monde par peur. Il a déclaré qu'il offrait le corps à Taishan Fujin. Et sans perdre plus de temps, il a commencé à chanter. À ce moment-là, aucun soldat n'osait interférer avec la tentative de Seimei de ressusciter Hiramasa. Il a dit à l'empereur qu'il faisait cela pour la sécurité de la capitale. Et garantirait une ville paisible en retour. L'officiel Kanae a convenu que Seimei devait réaliser le rituel, et Yasunori a également soutenu cette décision. L'empereur a reconnu que Seimei avait auparavant débarrassé le pays des démons et, en tant que tel, a décidé de lui accorder pleine autorité sur cette cérémonie. Seimei commença à incanter son sort, et une brume sombre recouvrit le palais. Hiramasa se redressa et se mit à jouer de sa flûte familière, Atsumi. En l'entendant, il se précipita immédiatement sur les lieux. Les courtisans furent terrifiés en voyant sa forme démoniaque. Il s'avéra que Seimei avait tendu un piège pour l'attirer là-bas. Le démon phénix avait été invoqué pour jouer de la flûte à la place d'Hiramasa. Avant de partir, Seimei avait donné pour instruction au démon de s'assurer que soit la vie d'Hiramasa, soit sa flûte, resterait intacte. Seimei admit qu'il avait dû attirer Atsumi là-bas, mais son vrai adversaire n'était pas Atsumi. Celui que le démon devait vraiment combattre était Hiramasa, alors que Seimei esquivait les attaques d'Atsumi. Il commença à préparer un champ de bataille. Des démons apparurent soudainement du ciel, attaquant les courtisans.
Yasunori et Seimei essayèrent de les repousser pendant que Daman travaillait à compléter la dernière étape de sa tâche. La sphère noire jouait également un rôle significatif dans l'élimination des démons. Pendant la bataille, Seimei fut blessé à l'épaule. Cette fois, il décida de tout finir. Daman intervint pour bloquer Atsumi et protéger Seimei, mais échoua. De manière inattendue, la blessure de Seimei commença à guérir rapidement. Il a sorti le dernier charme de son corps. Et a commencé à chanter pour invoquer Taishan Fujun. La combinaison des vers de minuit et de Seimei a créé un grand cercle yin-yang qui enveloppait toute la cour. Dame Tsuyuko, voyant que Hiramasa allait être consumé par les flammes, a courageusement couru pour le sauver. Mais Hiramasa a été réanimé à temps, et ils ont tous deux échappé au danger. Lorsqu'Hiramasa a repris conscience, il a expliqué que pendant que son âme avait été dans le charme, il avait clairement entendu les plans de Seimei. Il a soudain réalisé que Seimei avait probablement sacrifié sa propre vie pour le ramener. Il se précipita rapidement aux côtés de Seimei, mais il se pourrait qu'il soit trop tard. Seimei avait déjà été emporté par la grande main de Taishan Fujun. Hiramasa était dévasté par cela. Il tenait Seimei responsable de ne jamais prendre soin de lui. Avant qu'il ne puisse sombrer trop profondément dans son chagrin, Atsumi l'attaqua. Hiramasa ne voulait pas se battre contre lui, mais il se souvenait des paroles précédentes de Seimei. Seul Hiramasa pouvait sauver le véritable soi d'Atsumi. Dimen lui rappela que s'il pouvait couper les cornes d'Atsumi, il y avait une chance que la nature humaine d'Atsumi s'éveille. Hiramasa se remémora les souvenirs qu'il avait partagés avec Atsumi. Ils avaient autrefois joué joyeusement de la flûte ensemble. Mais maintenant, il se retrouvait dans cette situation difficile. Hiramasa décida d'essayer de couper les cornes d'Atsumi, espérant éveiller sa nature humaine. Il semblait qu'Hiramasa était trop naïf, croyant qu'il pouvait changer le démon dans un effort pour s'assurer qu'Hiramasa n'aurait plus jamais la chance d'être ressuscité. Atsumi prévoyait de le déchirer en plusieurs morceaux. Hiramasa demanda à Atsumi s'il le détestait tant qu'il était devenu un démon. Pourquoi a-t-il continué à louer son talent? Pourquoi avait-il été gentil avec Hiramasa dans le passé? Hiramasa le considérait toujours comme un ami, au fond d'Atsumi. Sa nature humaine reconnaissait que c'était son ami. Mais le démon en lui ne le voyait pas de cette façon. Le démon voulait tuer Hiramasa immédiatement. Lorsque l'une des cornes d'Atsumi a été sectionnée, cela semblait lui redonner une partie de sa propre volonté. Il a admis qu'il ne voulait pas vraiment tuer un ami comme Hiramasa. Mais c'était le démon en lui qui le poussait à le faire. Et il continuait d'attaquer Hiramasa. Pendant ce temps, Daman et Yasunori s'occupaient des démons tombant du ciel. Ils se rendaient compte que se battre contre chaque démon un par un ne serait pas efficace. Ils devaient éliminer la source du problème. Atsumi expliqua qu'il voyait Hiramasa comme un ami. Sa haine et son ressentiment envers le talent d'Hiramasa grandissaient. Cependant, Hiramasa ne considérait pas son talent comme quelque chose de spécial. Il jouait de la flûte simplement pour trouver de la joie et satisfaire sa passion. Hiramasa ajouta que peu importe quoi, il ne pouvait plus jouer de la flûte. Pourtant, son refus d'abandonner le phénix. La flûte du démon est devenue une épine dans le flanc d'Atsumi. Depuis son enfance, le simple rêve de Hiramasa était de jouer de la flûte avec Atsumi. Et il n'a jamais oublié le bonheur qu'il ressentait à ces moments-là. Dame Tsuyuko a lancé une épée à Hiramasa. Et il a rapidement tranché le dernier corps d'Atsumi. L'homme et Yasunori ont rapidement géré les démons restants, laissant seulement un démon dans la cour royale, Atsumi. Ayant perdu ses cornes, Atsumi a avoué qu'il avait lui aussi aimé jouer de la flûte avec Hiramasa et qu'il avait été heureux pendant ces moments. Cependant, tout cela ne pouvait pas surmonter la jalousie qu'il ressentait. Dans un accès de rage, il mordit Hiramasa avec force. Hiramasa ne résista pas. Mais il lui expliqua calmement que lorsqu'il avait décidé d'échanger son talent pour sauver Seimei, lui aussi avait été envieux de l'habileté d'Atsumi à jouer de la flûte. Il ressentait même la cupidité du démon monter en lui. Depuis son enfance, Hiramasa possédait un talent extraordinaire pour jouer de la flûte. Il pouvait écouter une chanson une seule fois et la reproduire parfaitement. Cette capacité commença à semer les graines de la jalousie dans le cœur d'Atsumi. En grandissant, les gens commencèrent à louer le talent d'Hiramasa, affirmant qu'il surpassait même celui de son maître Atsumi. À partir de ce moment-là, la haine et la jalousie d'Atsumi ont secrètement pourri, le transformant lentement en un démon terrifiant. Tous les actes maléfiques qui ont suivi n'étaient pas l'œuvre du seul démon, mais des choix d'Atsumi lui-même. Ce n'était pas le démon qui a tué Hiramasa. C'était Atsumi lui-même. Même s'il appelait Hiramasa un ami, il l'avait toujours profondément haï. Hiramasa lui avait dit que tout le monde avait un démon en eux.
Si on ne le contrôlait pas, on pouvait facilement devenir quelque chose de maléfique. Hatsumi a admis qu'il était toujours un démon. Et malgré tout ce qu'il avait fait, il ne pouvait pas redevenir humain. Il ressentait une grande honte. Et si les choses continuaient ainsi, il pourrait attaquer Hiramasa à nouveau. Hatsumi décida de se suicider pour se libérer du tourment. Juste au moment où Hiramasa ne savait pas quoi faire pour l'arrêter, Seimei apparut. Il frappa l'épée d'Hatsumi et lui dit qu'il pouvait jeter un sort pour lever la malédiction sur Hatsumi. Seimei savait qu'Hiramasa ne voulait pas cela. Mais avant de partir, Seimei demanda s'il pouvait laisser son talent derrière lui pour Hiramasa. Ils jouèrent de la flûte ensemble. Et la mélodie était magnifique. Après avoir terminé le duo, Seimei a dit à Hatsumi qu'il n'avait probablement plus besoin d'être maudit. Hatsumi s'est regardé dans un miroir et a vu qu'il était revenu à sa forme humaine. Après les événements, tout le monde est retourné à sa vie habituelle. Hiramasa, Seimei et Yasunori étaient assis ensemble, buvant du vin. Pendant qu'Hatsumi voyageait à travers le monde, Hiramasa a demandé à Seimei comment il était encore en vie. Seimei a expliqué qu'il avait utilisé les commérages d'un homme à son sujet pour créer un familier qui lui ressemblait. Ce familier prendrait sa place pour offrir des sacrifices aux dieux. Ce faisant, ceux qui parlaient mal de lui perdraient une partie de leur espérance de vie. Cela semblait être une forme de rétribution karmique pour ceux qui lui avaient fait du tort.